La serpillière tomba sur le sol en marbre du tribunal fédéral avec un bruit sec qui résonna dans toute la salle. James Carter n'avait pas réussi à la retenir. Ses mains tremblaient tellement que ses doigts s'étaient simplement ouverts. Il était là, debout dans le couloir latéral de la salle d'audience numéro 3, observant quelque chose qu'il n'aurait jamais imaginé voir un dia. La femme la plus puissante d'Amérique du Nord était complètement seule. Abandonnée. Détruite. Victoria Ashford restait immobile devant la table de la défense vide. Son tailleur Chanel blanc contrastait brutalement avec la panique peinte sur son visage. Ses yeux verts, d'habitude froids et calculateurs, brillaient maintenant, humides. Elle tenait les bords de la table si fort que ses jointures étaient devenues blanches. 3 minutes plus tôt, toute son équipe juridique avait quitté la pièce par la porte latérale. Cet avocat en costume à 5 000 $ lui avait simplement tourné le dos et était parti. Le chef, un homme aux cheveux grisonnants et à la posture arrogante, ne s'était même pas retourné lorsque Victoria avait crié son nom. James avait assisté dos à tudo. Il nettoyait le couloir adjacent lorsque les avocats étaient passés devant lui comme s'il était invisible. L'un d'eux avait renversé du café sur le sol fraîchement ciré. Personne ne s'était excusé. Personne ne s'excusait jamais. Le juge Hamilton frappa son marteau 3 fois. Le son résonna comme des tirs. « Mademoiselle Ashford, où est votre représentation légale ?» Victoria ouvrit la bouche, mais aucun son n'en sortit. Pour la première fois en 42 ans de vie, elle n'avait pas de réponse. Pas de contrôle. Pas d'issue. James connaissait bien ce sentiment. Il l'avait vécu 16 ans plus tôt. À cette époque, James Carter était considéré comme un prodige du droit. Diplômé de Harvard à 23 ans, associé du cabinet Mitchell et Associates à 28 ans, il s'était construit une réputation impeccable en défendant les injusticés contre des géants corporatifs. Il avait gagné 37 procès consécutifs. Les médias l'appelaient « le gardien de la justice ». Puis était venu le procès Thomson contre Horizon Industries. Daniel Thomson était un ingénieur chimiste qui avait découvert que son entreprise déversait illégalement des déchets toxiques dans des communautés pauvres. Des enfants tombaient malades. 3 étaient déjà morts de leucémie. Daniel avait apporté les preuves à James, qui avait immédiatement engagé un procès. Horizon Industries ne s'était pas battu au tribunal. Ils avaient combattu dans l'ombre. D'abord, des documents cruciaux avaient disparu du bureau de James. Ensuite, des témoins avaient changé leur déposition du jour au lendemain. Puis, de fausses accusations avaient surgi contre James lui-même. Subornation de témoins, falsification de preuves, conduite non éthique. Le Conseil de l'ordre des avocats ouvrit une enquête. Les médias qui le glorifiaient auparavant le crucifiaient maintenant. Les gros titres hurlaient « Avocat star accusé de fraude procédurale ». Son visage apparaissait sur toutes les chaînes, toujours avec le mot « suspect » en dessous. James perdit sa licence d'avocat en quelques mois. Il perdit son emploi. Il perdit ses amis. Sa femme, Sarah, ne supporta pas la pression. Elle était enceinte lorsque le scandale éclata. Le stress causa des complications. Sarah eut un AVC pendant l'accouchement. Elle survécut juste assez longtemps pour tenir leur fille dans ses bras pendant 20 minutes. James se retrouva avec un nouveau-né, sans carrière, sans argent et sans espoir. Il tenta de reconstruire sa vie. Envoya des CV à des cabinets plus petits. Personne ne répondit. Chercha du travail administratif. Personne n'embauchait un avocat déchu. Ses économies s'épuisèrent. L'appartement fut saisi. Puis vint l'offre du tribunal fédéral. Concierge de nuit. Salaire minimum. Sans avantage. James accepta. Pendant 16 ans, il nettoya les mêmes couloirs où il marchait autrefois en costume italien. Il frotta les toilettes utilisées par des collègues qui détournaient maintenant le regard en le voyant. Il ramassa les déchets laissés par des avocats qui gagnaient en 1 heure ce qu'ils gagnaient en 1 mois. Mais James ne cessa jamais d'étudier. Chaque nuit, après son service, il restait dans la bibliothèque du tribunal à lire les nouveaux précédents, les nouvelles lois, les nouvelles stratégies. Il assistait à chaque procès possible. Mémorisait chaque argument, chaque technique, chaque faille. Il restait avocat. Il ne pouvait simplement pas exercer. Sa fille, Nicole, grandit en voyant son père rentrer à 5 heures du matin, sentant le désinfectant. Elle ne se plaignit jamais. À 17 ans, Nicole était brillante en informatique. Elle obtint une bourse complète à l'université d'État. James pleurait de fierté chaque fois qu'il y pensait. Et maintenant, tenant cette serpillière mouillée, James regardait Victoria Ashford et voyait lui-même 16 ans plus tôt. « Mademoiselle Ashford, dernière chance. Où est votre représentation ?» La voix du juge Hamilton coupait comme une lame. Le procureur,
Un homme corpulent nommé Richard Blackwell souriait discrètement. Il arrangeait ses papiers avec un calme exagéré, savourant le moment. Victoria trouva finalement les mots. Sa voix sortit tremblante, presque méconnaissable. « Votre honneur, mon équipe, ils viennent de… » Ce n'est pas une réponse, mademoiselle. Le tribunal ne peut procéder sans que la défense soit adéquatement représentée. Je vais considérer cela comme un abandon du dossier. Je prépare ma sentence pour… Non. Le mot explosa de la bouche de James avant qu'il puisse se contrôler. Tous les regards se tournèrent vers lui. 50 personnes dans la salle. Des journalistes. Des agents de sécurité. Des curieux. Tous regardant le concierge noir de 51, n'en tenant une serpillière sale. James sentit son sang pulser à ses tempes. Son cœur battait si fort que ça faisait mal. Il fit un pas en avant, puis un autre. Ses jambes bougeaient seules. Je vais la défendre. Le silence qui suivit fut absolu. Même la climatisation n'osa pas faire de bruit. Le juge Hamilton retira lentement ses lunettes. « Qui êtes-vous » James lâcha la serpillière. Il redressa les épaules, chose qu'il n'avait pas faite depuis 16 ans. Sa voix sortit ferme, claire, chargée d'une autorité qu'il croyait avoir perdue pour toujours. « James Allen Carter. Numéro d'enregistrement du barreau 84721. Diplômé de la faculté de droit de Harvard, promotion 1996. Admis au barreau de l'État en 1998. » Des murmures éclatèrent dans le tribunal. Les journalistes sortirent leur téléphone. Le procureur Blackwell se leva brusquement, renversant des papiers. « Votre honneur, c'est ridicule. Cet homme ne peut pas. » Silence. Le juge Hamilton leva la main. Ses yeux étudiaient James avec une intensité chirurgicale. Il y avait de la reconnaissance, de la mémoire. « Carter. James Carter. Vous êtes cet avocat de l'affaire Thompson. » Ce n'était pas une question. C'était une constatation. « Oui, votre honneur. Vous avez perdu votre licence. Conduite non éthique, si ma mémoire est bonne. » Chaque mot était un coup de poignard. James les sentit tous, mais ne recula pas. « Les accusations n'ont jamais été prouvées au tribunal, votre honneur. Je n'ai jamais eu droit à une défense adéquate. L'enquête a été close administrativement. Ma licence a été suspendue, pas révoquée. Et la suspension a expiré il y a 3 ans. » Cela provoqua une réaction immédiate. Le juge prit un téléphone interne. Il parla à voix basse avec quelqu'un. 2 minutes d'attente qui semblèrent une éternité. Victoria regardait James comme si elle voyait un fantôme. Ou un miracle. Le juge raccrocha. « Les registres confirment. Votre licence est techniquement active, Monsieur Carter. Cependant, 16 ans sans exercer est un laps de temps trop long. Le tribunal ne peut permettre que… Votre honneur. » Victoria s'était levée. Sa voix avait récupéré une partie de sa fermeté habituelle. « Avec tout le respect dû, la décision de qui me représente m'appartient. Je choisis Monsieur James Carter comme mon avocat de la défense. » Le procureur Blackwell explosa. « C'est un cirque. Cet homme est un concierge. Il n'a même pas de vêtements appropriés pour… » « Vous vous inquiétez de vêtements, docteur Blackwell. » La voix de James claqua comme un fouet dans l'air. Il fit encore 3 pas, entrant complètement dans la salle. Ses yeux rencontrèrent ceux du procureur, et quelque chose dans ce regard fit reculer Blackwell d'un demi-pas. Parce que je me souviens d'une époque où la justice se préoccupait de faits, pas de tailleurs. Le juge Hamilton observa la scène. Puis, contre toute attente, un minuscule sourire apparut au coin de sa bouche. « Très bien. Monsieur Carter, Madame Ashford vous accepte comme défenseur. Je vous accorde 1 heure de pause pour vous préparer et, je l'espère, trouver des vêtements plus appropriés. Audience suspendue. » Le coup de marteau résonna. James resta debout, encore en train de comprendre ce qu'il venait de faire. Victoria s'approcha. De près, il pouvait voir qu'elle avait pleuré. Du mascara était étalé au coin de ses yeux. « Pourquoi avez-vous fait ça ?» James pensa à Sarah. À Nicole. À toutes les nuits passées à nettoyer ses couloirs en rêvant de ce moment. Parce que quelqu'un doit le faire. Si vous aimez cette histoire, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et de liker la vidéo. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez jusqu'ici et de quelle ville ou pays vous regardez. Votre avis est très important. Victoria tendit la main. James la serra. Et dans cette poignée de main, 16 ans d'humiliation commencèrent à se transformer en quelque chose de différent. En but. James avait 58 minutes.
Il courut dans les couloirs du tribunal, qu'il connaissait mieux que sa propre maison. Il passa par la salle de repos des employés, ignorant les regards surpris de ses collègues, et arriva à son petit casier en métal. À l'intérieur, suspendu depuis 3 ans sans jamais avoir été utilisé, se trouvait un costume gris qu'il avait acheté dans un magasin d'occasion. Un espoir silencieux qu'il gardait vivant. Il se changea en 2 minutes. Le costume était juste aux épaules, large à la taille. Peu importait. Victoria l'attendait dans une petite salle de réunion réservée aux avocats. Elle avait refait son maquillage, mais ses yeux portaient encore le poids de la panique récente. Sur la table, d'énormes piles de documents. « Nous avons 40 minutes, dit-elle lorsque James entra. Le dossier fait plus de 1000 pages. Les accusations sont complexes. Vous devez savoir que… Je connais le dossier. » Victoria s'arrêta en plein milieu de sa phrase. « Comment ça, vous connaissez ?» James tira une chaise et s'assit. Ses doigts dansèrent sur les documents avec une familiarité intime. Victoria Ashford, 42 ans, fondatrice et PDG de Quantum Horizon Technologies. Vous avez développé un processeur quantique capable d'effectuer des calculs qui prendraient 1000 ans sur des ordinateurs classiques. Votre puce peut casser n'importe quel cryptage existant en quelques secondes. Elle vaut environ 80 milliards de dollars. Il prit un autre document. Il y a 6 mois, Titan Corporation, votre principal concurrent, vous a accusé de vol de propriété intellectuelle. Ils affirment que votre processeur était basé sur des recherches volées dans leur laboratoire. Ils ont présenté des emails, des plans techniques et le témoignage de 3 de vos anciens employés. Victoria le regardait bouche bée. « Je regarde tous les procès de ce tribunal, » expliqua calmement James. « Tous. Depuis 16 ans. J'ai lu chaque page de ce dossier. Je connais chaque virgule des accusations. Alors vous savez que je suis foutu. Non. Je sais que vous êtes piégé. » Victoria se renfonça dans sa chaise. Une larme solitaire coula sur sa joue. Elle l'essuya avec colère. Mes propres avocats n'ont pas cru en moi. Ils m'ont abandonné une demi-heure avant l'audience. Vous savez pourquoi? James secoua la tête. Parce que l'associé principal du cabinet a reçu un appel ce matin. Quelqu'un de très puissant. Ils ont été instruits de me laisser seul. Sans défense. Sans chance. Qui a passé l'appel? Victoria hésita. Puis murmura le nom comme un poison. Robert Hale. James sentit son sang se glacer dans ses veines. Ce nom, il le connaissait trop bien. Robert Hale était le président de Titan Corporation, mais contrôlait secrètement 6 autres entreprises à travers un réseau complexe de holdings. L'une de ces entreprises était Horizon Industries. La même entreprise qui avait détruit James 16 ans plus tôt. Vous le connaissez? Victoria remarqua le changement sur le visage de James. Je connais ce qu'il fait à ceux qui se mettent en travers de son chemin. James raconta tout. L'affaire Thompson. Les preuves disparues. Les témoins qui avaient changé leur déclaration. Sa femme. Sa fille nouveau-née. 16 années à nettoyer les sols. Quand il eut terminé, Victoria pleurait ouvertement. Alors nous sommes 2. 2 personnes qu'il a décidé de détruire. Non, corrigea James. Nous sommes 2 qu'il n'a pas réussi à détruire complètement. Il ouvrit son dossier usé. À l'intérieur, des notes détaillées, des observations, des connexions qu'il avait faites pendant des mois à suivre le dossier. Les preuves contre vous sont convaincantes en surface. Mais il y a des incohérences. Le premier email que vous auriez soi-disant envoyé à votre contact chez Titan est daté du 15 mars de l'année dernière, correct? Oui. Ils disent que c'était quand j'ai proposé de vendre les secrets. Mais ce jour précis, vous étiez à Tokyo. Conférence internationale de computation quantique. Des milliers de témoins. Votre conférence a été diffusée en direct et à 3 millions de vues. L'email a été envoyé depuis une adresse IP à New York à 14 heures. À l'heure où vous étiez littéralement sur scène de l'autre côté du monde. Victoria se pencha en avant, les yeux grands ouverts. Mes avocats n'ont jamais mentionné ça. Parce qu'ils ne voulaient pas le trouver. Le deuxième email, daté du 22 avril, a un problème encore plus grand. Il mentionne des spécifications techniques du processeur version 4.0. Mais cette version n'a commencé à être développée qu'en juin. Personne ne pouvait connaître ces détails 2 mois avant. James tourna une autre page. Les 3 anciens employés qui ont témoigné contre vous, David Chen, Patricia Reeves et Michael Torres. Tous ont été licenciés par vous au cours des 2 dernières années. Tous ont poursuivi votre entreprise pour licenciement abusif. Tous ont perdu. Et, par coïncidence, tous travaillent maintenant dans des filiales de Titan.
Comment avez-vous découvert cela? Registre public. Patience. Et beaucoup de temps libre après minuit. Victoria essuya ses larmes et sa posture changea. La femme d'affaires revenait. Alors vous pouvez prouver que je suis innocente. Je peux prouver que les preuves ont été fabriquées. Je peux créer un doute raisonnable. Mais prouver l'innocence totale, cela demande quelque chose de plus. Quoi? Découvrir qui a réellement volé la technologie. Parce que quelqu'un l'a volée. Titan possède des informations trop spécifiques pour n'être qu'invention. À ce moment, quelqu'un frappa à la porte. Un agent de sécurité entra, portant une boîte. « Monsieur Carter, ceci vous a été livré. On m'a dit que c'était urgent. » James prit la boîte. Aucun expéditeur. Juste son nom écrit à la main avec des lettres soignées. Il l'ouvrit avec précaution. À l'intérieur, un téléphone portable et un mot. « Monsieur Carter, vous ne me connaissez pas, mais j'ai travaillé pour Madame Ashford pendant 3 ans. Je l'ai trahi. On m'a payé pour ça. J'ai volé des fichiers. Envoyé des emails falsifiés avec son ordinateur. Menti dans des rapports. J'ai fait tout ce qu'on m'a demandé. Ils ont promis $1 million. Promis de protéger ma famille. Mais après avoir tout livré, ils ont menacé de tuer mon fils si je parlais. Ont essayé de me tuer la semaine dernière. Ont simulé un vol. J'ai reçu 2 balles. J'ai survécu par chance. Maintenant je suis caché. Ce téléphone appartient au directeur des opérations de Titan. J'ai réussi à le voler avant de fuir. Il contient tout. Conversation. Paiement. Ordre direct de Robert Hale. Sauvez Madame Ashford. Sauvez-vous. Et pardonnez-moi. James tendit le mot à Victoria. Elle lut, les mains tremblantes. Rebecca était mon assistante personnelle. Elle a disparu il y a 3 semaines. Je pensais qu'elle avait quitté son emploi. James alluma le téléphone. Il était verrouillé. Il essaya quelques combinaisons évidentes. Rien. Puis il remarqua quelque chose gravé au dos de l'appareil. 6 chiffres presque imperceptibles. Le code marcha. Ce qu'ils trouvèrent dans les fichiers fut dévastateur. Message explicite ordonnant à Rebecca de falsifier des documents. Transfert bancaire. Contrat de tueur professionnel. Email discutant non seulement de la destruction de Victoria, mais aussi de 17 autres entreprises ces 5 dernières années. Il y avait plus. Conversation sur le soudoyer de juge. Liste de politiciens achetés. Schéma de blanchiment d'argent. Robert Hale n'était pas juste un homme d'affaires sans scrupules. C'était un criminel opérant à l'échelle internationale. « Mon Dieu !» murmura Victoria. « C'est plus grand que ce que j'imaginais. » James vérifia l'heure. 10 minutes avant la reprise de l'audience. Nous ne pouvons pas présenter tout cela aujourd'hui. Il nous faut du temps pour vérifier l'authenticité, organiser les preuves, préparer une stratégie. Nous n'avons pas le temps. Si Hale découvre que nous avons ce téléphone, il va nous tomber dessus. Alors nous devons utiliser ce que nous avons maintenant de manière intelligente. Créer suffisamment de pression pour vous protéger et ouvrir la voie à une enquête plus approfondie. Il rangea le téléphone dans sa poche intérieure. Je vais détruire la crédibilité de ces témoins aujourd'hui. Je vais exposer les incohérences des preuves. Je vais faire en sorte que le tribunal remette tout en question. Et ensuite, je demanderai un ajournement pour présenter de nouvelles preuves. Et si le juge ne l'accorde pas? James sourit pour la première fois en 16 ans. Un sourire féroce. Alors je ferai ce que j'ai appris à Harvard. Je transformerai ce tribunal en un spectacle que personne n'oubliera. Ils retournèrent dans la salle juste au moment où le juge Hamilton entrait. La foule avait triplé. Les journalistes occupaient chaque centimètre disponible. James s'assit à côté de Victoria à la table de la défense. Le procureur Blackwell les regardait avec un mépris à peine dissimulé. Le juge frappa son marteau. Audience reprise. Docteur Blackwell, pouvez-vous appeler votre premier témoin? Votre honneur, l'accusation appelle David Chen. Un homme asiatique dans la trentaine se leva et marcha jusqu'au banc des témoins. Il prêta serment sans regarder Victoria. Blackwell mena l'interrogatoire initial avec efficacité. David confirma avoir travaillé pour Victoria pendant 2 ans comme ingénieur senior. Il confirma avoir eu accès à des informations confidentielles. Il confirma avoir vu Victoria en réunion secrète avec des représentants de Titan. Mensonge livré avec conviction comme vérité. Quand ce fut le tour de James, il se leva lentement. Ajusta son costume mal ajusté. Avança jusqu'à se tenir à 3 mètres de David. Monsieur Chen, combien la Titan Corporation vous paie-t-elle pour votre témoignage?
La question explosa dans le tribunal comme une bombe. Objection. Blackwell se leva avant même que David Chen puisse répondre. Son visage devint rouge. Votre honneur, l'avocat de la défense profère des accusations infondées contre mon témoin. Infondées. James se tourna calmement vers le juge. Votre honneur, puis-je reformuler? Monsieur Chen, combien recevez-vous mensuellement de la filiale TechBridge Solutions? David cligna des yeux à plusieurs reprises. Sa confiance commençait à se fissurer. Je travaille là-bas. C'est mon salaire. TechBridge Solutions est contrôlé par Titan Corporation, n'est-ce pas? Oui, mais... Et vous avez commencé à y travailler exactement une semaine après avoir été licencié de l'entreprise de Madame Ashford, correct? J'avais besoin d'un emploi. Bien sûr. Nous en avons tous besoin. Mais il est curieux que votre salaire chez TechBridge soit 3 fois plus élevé que celui que vous touchiez chez Quantum Horizon. 50 000 $ par mois pour un poste qui, selon le site de l'entreprise, paie normalement 15 000. Pouvez-vous expliquer cette générosité? Silence. David regarda Blackwell pour chercher de l'aide. Le procureur restait immobile. J'ai des compétences spéciales. Sans aucun doute. La compétence de mentir sous serment, par exemple. Objection. Intimidation du témoin. Accepté. Monsieur Carter, contrôlez vos propos. James fit 3 pas en arrière, prit un document sur la table. Monsieur Chen, vous avez affirmé avoir vu Madame Ashford en réunion secrète avec des représentants de Titan en avril de l'année dernière. Pouvez-vous décrire l'une de ces réunions? Elle a rencontré un homme grand, aux cheveux foncés, dans le parking de l'entreprise. Quel jour exactement? Le 22 avril. Un mardi. Vous êtes absolument certain de cette date? Oui. Je m'en souviens parce que c'était l'anniversaire de ma sœur. James sourit. C'était le sourire d'un prédateur sur le point d'attaquer. Votre honneur, je souhaiterais présenter la preuve à 14. Les registres de l'entreprise de sécurité qui surveille le bâtiment de Quantum Horizon. Il remit des copies au juge et au procureur. Blackwell lut rapidement et pâlit. Ces registres montrent que le 22 avril, le parking de l'entreprise était complètement fermé pour maintenance. Personne n'est entré ni sorti. De plus, Monsieur Chen, ces mêmes registres montrent que vous n'êtes pas venu travailler ce jour-là. Vous étiez malade. Comment avez-vous pu voir quelque chose qui se passait dans un lieu où vous n'étiez pas? Le tribunal éclata en murmures. Les journalistes tapaient frénétiquement. David Chen semblait se rétrécir dans sa chaise. J'ai dû confondre la date. Ou vous avez confondu la vérité avec le scénario qu'on vous a donné. James n'attendit pas de réponse. Il renvoya le témoin et retourna à sa table. Victoria le regardait avec admiration et autre chose, de l'espoir. Le juge Hamilton frappa son marteau. Je vais accorder une pause de 2 heures. Lorsque nous reviendrons, j'espère que les 2 parties seront prêtes à procéder avec plus de sérieux. Le marteau retomba. James et Victoria quittèrent rapidement le tribunal. Les caméras de télévision les entourèrent dans le couloir, mais les agents de sécurité ouvrirent le passage. Ils montèrent dans un taxi. « Où allez-vous » demanda le chauffeur. James donna une adresse dans un quartier périphérique de la ville. Victoria fronça les sourcils, mais ne posa pas de questions. 30 minutes plus tard, ils arrivèrent à un immeuble résidentiel modeste. Appartement 402. James frappa à la porte 3 fois courte, une longue. Code. La porte s'ouvrit, révélant une jeune femme de 23 ans, peau noire, cheveux crépus attachés en chignon, lunettes à monture épaisse. Elle portait un t-shirt avec des symboles mathématiques. Papa. Nicole Carter serra James avec force. Puis elle vit Victoria et ses yeux s'écarquillèrent. Vous êtes Victoria Ashford. La Victoria Ashford. Nicole, j'ai besoin de ton aide. Ils entrèrent dans le petit appartement mais organisé. Un mur entier couvert de moniteurs d'ordinateur. Du matériel dernier cri partout. Ma fille est spécialiste en sécurité numérique, expliqua James. Elle travaille pour une entreprise de cybersécurité. Elle peut faire des choses qui sont cool mais impressionnantes, compléta Nicole avec un sourire. Montrez ce que vous avez. James remit le téléphone de Rebecca. Nicole le connecta à un de ses ordinateurs. Ses doigts dansèrent sur le clavier à une vitesse impossible. C'est de l'or pur, murmura-t-elle après 10 minutes. Les métadonnées sont toutes là. Date vérifiable. Localisation GPS. Signature numérique.
Rien n'a été altéré. Tout est original. Peux-tu créer des copies? Quelque chose qui ne puisse être effacé ou piraté. Je peux faire mieux. Je vais créer un système de diffusion automatique. Si quelque chose vous arrive, tout cela sera envoyé à 50 médias simultanément. FBI. Congrès. Wikileaks. Partout. Victoria s'assit, l'émotion brisant enfin son masque de contrôle. Pourquoi faites-vous ça? Vous ne me connaissez pas. Vous mettez en danger votre fille, votre vie. Nicole arrêta de taper et la regarda directement. Parce que mon père a passé 16 ans à être invisible. À nettoyer le sol pour des gens qui ne connaissent pas son nom. Il l'a fait pour moi. Pour me donner une éducation. Pour me donner un avenir. Maintenant, c'est mon tour de me battre pour lui. Des larmes coulaient sur le visage de Victoria. Et parce que, continua Nicole, des gens comme Robert Hale pensent qu'ils peuvent détruire n'importe qui. Mon père. Vous. Toute personne qui menace leur pouvoir. Il est temps que quelqu'un riposte. Elle retourna au clavier. Mais il y a quelque chose d'étrange ici. Ces fichiers mentionnent un projet appelé « nettoyage complet ». Une liste de 23 noms. Scientifiques. Entrepreneurs. Journalistes. Il y a une date à côté de chaque nom. Date de quoi? Demanda James. Date auquel ces personnes sont mortes ou ont disparu. Accident de voiture. Suicide. Crise cardiaque. Tous au cours des 6 dernières années. Le silence était funèbre. Robert Hale ne se contente pas de détruire des carrières, murmura Victoria. Il tue des gens. Nicole cliqua sur un autre fichier. Et votre nom est ici aussi, Madame Ashford. Date prévue, la semaine prochaine. Méthode planifiée, overdose accidentelle de médicaments contrôlés. Victoria pâlit. James lui prit la main. Ils n'y arriveront pas, dit-il avec une conviction absolue. Parce que maintenant nous avons les preuves. Et nous allons tout exposer. Il y a plus, interrompit Nicole. Elle tourna le moniteur pour qu'il puisse voir. Regardez cet email. Il a été envoyé ce matin, 2 heures avant l'audience. C'était un message de Robert Hale à quelqu'un identifié seulement comme le juge. Garantie. Carter a été neutralisé. La femme tombera seule. Procédé comme prévu. James sentit la nausée monter dans sa gorge. Le juge. Il a un juge dans sa poche. Hamilton. Victoria était terrifiée. Le juge Hamilton travaille pour Hale. Pas nécessairement Hamilton. Ça peut être n'importe quel juge. Mais si c'est Hamilton, alors tout ce que nous ferons au tribunal peut être manipulé, compléta Nicole. James reprit le téléphone. Son esprit fonctionnait à pleine vitesse. 16 années d'observation silencieuse lui avaient appris quelque chose de crucial. Le système judiciaire avait des failles, mais il avait aussi des règles que même les puissants ne pouvaient pas complètement enfreindre. Nicole, peux-tu créer une vidéo? Quelque chose qui compile les pires preuves de ce téléphone dans un format que tout le monde comprenne. En 20 minutes. Fais-le. Et prépare-toi à diffuser en direct. Papa, que prévois-tu? James regarda Victoria. Ils veulent jouer sale? Nous allons jouer public. Nous allons transformer ce tribunal en l'endroit le plus transparent du pays. Ils vont essayer de nous détruire devant des millions de témoins. Victoria se leva, reprenant contenance. Tu as un plan. Oui. Mais c'est risqué. Si ça échoue, nous finirons en prison. Ou pire. Je te fais confiance. Ces 4 mots valaient plus pour James que n'importe quelle victoire au tribunal. Nicole travailla frénétiquement. 15 minutes plus tard, elle avait un fichier vidéo de 22 minutes. Montrant des documents, des emails, des transferts bancaires, la liste des morts. Tout avec des sous-titres clairs, des dates vérifiables, des explications simples. J'ai configuré pour diffuser directement sur les réseaux sociaux dès que tu enverras un code, expliqua Nicole. Twitter, Facebook, Instagram, YouTube, simultanément. Impossible à arrêter. James serra sa fille dans ses bras. Tu es incroyable. J'ai appris du meilleur. Ils retournèrent au tribunal avec 15 minutes d'avance. La foule avait encore augmenté. James remarqua des hommes en costume sombre positionnés stratégiquement. Ce n'étaient pas des journalistes. C'était une sécurité privée. Peut-être pire. Victoria remarqua également et saisit le bras de James. Ils sont là. Je sais. Mais maintenant, nous avons notre propre arme. Ils entrèrent dans la salle.
Le procureur Blackwell parlait avec deux hommes que James reconnut grâce aux photos sur le téléphone. Des cadres de Titan. Le juge Hamilton entra. Tout le monde se leva. Avant de continuer, dit James à voix haute. Je souhaite faire une requête urgente. Monsieur Carter, ce n'est pas le moment pour. Votre honneur, j'ai découvert des preuves que la vie de ma cliente est en danger immédiat. Je demande protection policière et audience à huis clos pour présenter du matériel sensible. Blackwell rit. Votre honneur, c'est absurde. Théâtre bon marché d'un avocat désespéré. James regarda directement Hamilton, cherchant des signes, essayant de deviner si l'homme était allié ou ennemi. Votre honneur, les preuves que je possède impliquent non seulement Titan Corporation, mais un réseau criminel opérant depuis des années. J'ai des preuves d'homicide, de conspiration, de corruption. Et si quelque chose m'arrive ou arrive à ma cliente dans les prochaines heures, tout sera diffusé automatiquement à la presse. Le silence fut absolu. Hamilton observa James longuement. Puis parla, sa voix soigneusement neutre. Monsieur Carter, ce sont des accusations extrêmement graves. J'espère que vous avez des preuves solides pour les soutenir. J'en ai, votre honneur. Alors, présentez-les. Maintenant. Je veux voir ces preuves avant de décider des prochaines étapes. James inspira profondément. C'était maintenant ou jamais. Votre honneur, avant de présenter les preuves, je dois m'assurer que ce tribunal est préparé à ce qui va être révélé. Je demande que des agents fédéraux soient appelés immédiatement. Ce que j'ai entre les mains n'est pas seulement pertinent pour cette affaire. C'est la preuve de multiples crimes fédéraux. Hamilton fronça les sourcils. Blackwell se leva, furieux. C'est ridicule. Votre honneur, il essaie clairement de procrastiner, tentant de. La porte du tribunal s'ouvrit brusquement. 6 hommes entrèrent. Costume sombre. Badge du FBI pendu au cou. Le chef, un homme noir d'une quarantaine d'années avec une présence autoritaire, marcha directement vers le juge. Agent spécial Marcus Wright, FBI. Votre honneur, nous avons reçu des informations d'une source fiable concernant une activité criminelle liée à ce procès. Nous demandons la permission de rester et d'observer. James regarda Victoria. Elle était aussi surprise que lui. Aucun d'eux n'avait appelé le FBI. Hamilton semblait véritablement choqué, ce qui répondit à une question cruciale pour James. Le juge n'était pas impliqué. L'email mentionnait un autre magistrat. Permission accordée, dit Hamilton lentement. Monsieur Carter, vous avez maintenant votre audience en présence des autorités fédérales. Présentez vos preuves. James prit le téléphone. Ses mains ne tremblaient plus. Il connecta l'appareil au système de présentation du tribunal. Le grand écran mural s'alluma. Ce que vous allez voir maintenant sont des extraits de communication récupérés d'un téléphone appartenant à un cadre de la Titan Corporation. Cet appareil a été obtenu par Rebecca Cole, ancienne employée de Madame Ashford, qui a été contrainte de commettre des crimes contre sa patronne. La première image apparut. Un email de Robert Hale envoyé à quelqu'un identifié comme « exécuteur ». Ashford doit être éliminé. Faites en sorte que cela paraisse un accident. Paiement habituel. Des murmures éclatèrent. Les journalistes prenaient des photos de l'écran. L'agent Wright s'approcha, les yeux fixés sur les images. Cet email est daté d'il y a 3 semaines, continua James. 15 jours plus tard, Rebecca Cole a subi une tentative d'homicide. 2 balles. Elle a survécu et est actuellement cachée. Il passa à une autre image. Un tableau détaillé. Voici ce qu'ils appellent le projet nettoyage complet. 23 noms. Tous des concurrents commerciaux d'entreprises contrôlés par Robert Hale. Tous morts ou disparus au cours des 6 dernières années. La caméra montrait chaque nom, chaque date, chaque méthode utilisée. Accident de voiture. Crise cardiaque. Overdose. Suicide. Le schéma était indéniable. Victoria porta une main à sa bouche. Elle reconnaissait certains noms. Collègues. Amis. Votre honneur, interrompit l'agent Wright. Nous devons saisir immédiatement cet appareil. Il s'agit de preuves de multiples homicides. Un moment, agent, répondit James. Il y a encore quelque chose que le tribunal doit voir. Il cliqua sur le fichier suivant. Des relevés bancaires apparurent. Transfert de comptes offshore contrôlés par la Titan Corporation vers des comptes personnels de 3 anciens employés de Madame Ashford. David Chen a reçu $200 000 2 semaines avant de témoigner aujourd'hui. Patricia Reeves a reçu 150 000. Michael Torres a reçu 180 000. Blackwell était debout, livide. Votre honneur,
Je n'avais aucune connaissance d'eux. Silence. Hamilton frappa le marteau avec force. Sa voix résonna dans le tribunal. « Monsieur Carter, ce sont des accusations extraordinaires. Pouvez-vous prouver l'authenticité de ces fichiers ? » « Je peux, votre honneur. Mais il y a quelque chose de plus important que je dois montrer d'abord. » James chercha un fichier spécifique. Quand il le trouva, il sentit son estomac se nouer. C'était le plus dangereux. Cet email a été envoyé ce matin, 2 heures avant le début de cette audience. L'image remplit l'écran. Expéditeur, Robert Hale. Destinataire, le juge. Mais ce n'était pas Hamilton. L'email contenait une ligne finale que James n'avait pas remarquée lors de l'analyse rapide avec Nicole. Le juge Morrison confirme que la sentence est préparée indépendamment du résultat de l'audience. Ashford sera déclaré coupable. Carter sera accusé d'outrage et emprisonné. Tout réglé d'ici vendredi. Le tribunal explosa dans le chaos. Le juge Morrison était le magistrat censé présider la sentence finale, pas Hamilton. L'agent Wright parla rapidement dans sa radio. Quelques secondes plus tard, 2 agents sortirent en courant du tribunal. Hamilton frappa le marteau à répétition, tentant de rétablir l'ordre. « Monsieur Carter, vous êtes en train de me dire qu'il y a un juge fédéral corrompu impliqué dans cette conspiration ? » « Oui, votre honneur. » Le juge Morrison. À ce moment-là, la porte du tribunal s'ouvrit de nouveau. Tous se tournèrent. Un homme entra. Grand, cheveux gris parfaitement peignés, costume à $10 000. Robert Hale. Il marcha calmement dans l'allée centrale, ignorant les regards choqués. 2 gardes du corps privé l'accompagnaient. Hale s'assit au premier rang, croisa les jambes et sourit. « Votre honneur, » dit-il d'une voix douce et contrôlée. « Je m'excuse pour l'interruption. Mais j'ai estimé devoir être présent lorsque ma réputation est détruite par des mensonges. » James le fixa droit dans les yeux. « Des mensonges ? Monsieur Hale, voulez-vous nier que vous avez envoyé ces emails ? » « Je ne nie rien. Ni ne confirme quoi que ce soit. Je dis simplement que n'importe quelle personne ayant des connaissances technologiques basiques peut fabriquer de faux emails, peut créer de faux relevés bancaires, peut inventer des conspirations entières. » Il se leva et s'approcha jusqu'à se tenir juste en face de James. « Vous êtes un homme désespéré, monsieur Carter. Un concierge qui prétend être avocat. Votre cliente est clairement coupable. Alors vous créez cette fantaisie élaborée, cette narration de conspiration, espérant embrouiller le tribunal. C'est ainsi que vous avez détruit ma vie il y a 16 ans. » James fit un pas en avant, en appelant des faits une fantaisie. Votre vie a été détruite parce que vous étiez incompétent et contraire à l'éthique. Tout comme vous l'êtes maintenant. La tension était palpable. Victoria se leva, mais l'agent Wright la retint doucement. James sourit. C'était le sourire que Victoria avait déjà vu. Prédatoire. Monsieur Hale, vous avez commis une erreur fatale. Vous savez laquelle ? Éclairez-moi. Vous êtes venu ici. James prit son téléphone et entra un code. 5 secondes plus tard, chaque téléphone dans le tribunal se mit à vibrer simultanément. Les notifications explosaient. Les journalistes regardaient leurs écrans avec des expressions choquées. « Qu'avez-vous fait ?» demanda Hale, la confiance se fissurant. « Je viens de tout publier. Chaque email, chaque transaction, chaque nom dans la liste des morts. Tout est diffusé en direct en ce moment même. Twitter, Facebook, YouTube, sites d'actualité. Des millions de personnes regardent. » Le visage de Hale devint écarlate. Il avança vers James, mais les agents du FBI l'interceptèrent. « Vous ne pouvez pas faire ça. Ces fichiers sont une propriété privée. Vous avez volé. » Ils ont été remis volontairement par un témoin craignant pour sa vie. Parfaitement légal. L'agent Wright s'approcha de Hale. « Robert Hale, vous êtes en état d'arrestation pour conspiration en vue de commettre un homicide, obstruction à la justice, subornation de témoins, et une liste d'autres crimes fédéraux qui vous sera lue formellement au poste. » Les menottes claquèrent sur les poignets de Hale. Il regarda James avec une haine pure. « Vous venez de signer votre arrêt de mort. »« Non, » répondit calmement James. « Je viens de sauver ma vie. Et la sienne. Et celle de beaucoup d'autres personnes que vous prévoyiez encore de détruire. » Les agents du FBI escortèrent Hale dehors. Ses gardes du corps furent également arrêtés. Blackwell tenta de partir discrètement, mais fut stoppé. Procureur Blackwell appela l'agent Wright. « Nous aurons besoin de votre déposition. Toutes vos communications avec la Titan Corporation seront examinées. »
Hamilton frappa le marteau une dernière fois. Ce tribunal est suspendu pour une durée indéterminée. Toutes les accusations contre Victoria Ashford sont levées jusqu'à la conclusion de l'enquête fédérale. Mademoiselle Ashford, vous êtes libre. Victoria s'effondra sur sa chaise, en sanglots. James s'agenouilla près d'elle. C'est fini. Vous êtes en sécurité. Ce n'est pas fini, dit-elle entre ses larmes. Ils viendront pour nous. Vous savez qu'ils viendront. Qu'ils essaient. Maintenant, le monde entier regarde. À l'extérieur du tribunal, des foules se formaient. Des caméras de télévision diffusaient en direct. Le téléphone de James vibra. C'était Nicole. Papa. C'est partout. Trending topic mondial. 18 millions de vues en 40 minutes. James sourit et montra l'écran à Victoria. Pour la première fois depuis des mois, elle lui rendit son sourire. L'agent Wright s'approcha d'eux. Monsieur Carter, Madame Ashford, nous aurons besoin de vos dépositions complètes. Et nous vous fournirons une protection fédérale jusqu'à ce que nous ayons arrêté tous les impliqués. Combien sont impliqués? Demanda Victoria. D'après ce que nous avons vu, au moins 40 personnes. Dirigeants, politiques, juges, tueurs à gages. Ce sera la plus grande opération contre la corruption corporative depuis des décennies. James pensa à Sarah. Pensa à toutes ces années à nettoyer des sols. À chaque humiliation, chaque nuit de douleur, chaque moment où il avait voulu abandonner. Ça en valait la peine. Tout en valait la peine pour arriver à ce moment. Victoria prit sa main. Merci. D'avoir cru. D'avoir combattu. De m'avoir sauvé. Vous m'avez sauvé aussi, répondit James. Vous m'avez donné une raison d'être avocat à nouveau. 6 mois plus tard, James Carter ajusta sa cravate pour la 5e fois ce matin-là. Ses mains n'étaient toujours pas complètement habituées à ce geste. 16 ans à porter un uniforme de concierge laisse des marques profondes. Il se tenait devant un immeuble de verre et d'acier dans le centre financier de la ville. 23 étages. Moderne. Élégant. Au sommet, en lettres dorées brillantes sous le soleil, Carter et Carter, droit et justice sociale. Nicole apparut à ses côtés, portant une boîte de dossiers. Prêt pour le grand jour, papa. James regarda sa fille. Elle avait quitté son emploi dans une entreprise de cybersécurité pour le rejoindre en tant que directrice des enquêtes numériques. Elle avait 3 assistants et un laboratoire technologique complet au 12e étage. Je n'ai jamais été aussi près de toute ma vie. Ils entrèrent ensemble. Le hall avait des murs blancs décorés de photographies en noir et blanc. Des visages. Des gens ordinaires. Des histoires d'injustice surmontées. Au centre, une citation en grandes lettres. La justice retardée n'est pas la justice niée. C'est la justice attendant son moment. Victoria Ashford les attendait au 23e étage. Le bureau principal offrait une vue panoramique sur la ville. Elle portait un tailleur bleu marine et tenait 2 flûtes de champagne. Vous êtes en retard, dit-elle avec un sourire. Nous admirions l'immeuble, répondit James. Notre immeuble, corrigea Victoria. 51% pour vous, 49% pour moi. Comme convenu. Après l'arrestation de Robert Hale, Victoria avait proposé à James de devenir associé dans un cabinet financé entièrement par elle. James avait refusé. Il voulait construire quelque chose par lui-même, gagner par le travail, pas par charité. Puis Victoria fit une contre-proposition. Elle investirait comme associé minoritaire, et la moitié des profits du cabinet irait à un fonds de défense juridique pour ceux qui ne pouvaient pas se permettre un avocat. James accepta. Le cabinet comptait 17 avocats, 6 enquêteurs, et une liste d'attente de 342 clients. Tous étaient des affaires que d'autres cabinets avaient refusées. Trop difficiles. Trop risquées. Trop pauvres. Exactement le type d'affaires que James aimait. Les premiers clients attendent déjà dans la salle de réunion, informa Nicole en consultant sa tablette. Une mère célibataire poursuivant une entreprise pharmaceutique pour un médicament ayant causé des dommages à son enfant. Un ouvrier licencié illégalement après avoir dénoncé des conditions dangereuses. Et une enseignante accusée faussement de mauvaise conduite. James hocha la tête. Commençons. Mais avant, Victoria lui prit le bras. Il y a quelque chose que je dois te montrer d'abord. Elle les conduisit dans une plus petite salle du même étage. À l'intérieur, un mur entier couvert de documents encadrés. James s'approcha, lisant chaque document. Certificat de réhabilitation. Sa licence d'avocat avait été officiellement rétablie sans restriction. Les accusations anciennes avaient été officiellement annulées. Son nom était propre.
Mais il y avait plus. Des articles de journaux encadrés racontant toute l'histoire de l'affaire Thompson. Comment il avait été injustement accusé. Comment Horizon Industries avait fabriqué des preuves contre lui. Comment son seul crime avait été de défendre un homme honnête. Daniel Thompson, l'ingénieur que James avait essayé d'aider 16 ans plus tôt, avait enregistré un témoignage vidéo. L'écran mural montrait son visage vieilli mais souriant. James Carter est la raison pour laquelle ma famille et moi sommes encore en vie. Après qu'il ait été détruit, j'ai cru que tout était perdu. Mais il a planté des graines qui ont mis des années à pousser. Les preuves qu'il a rassemblées ont finalement atteint les bonnes mains. Horizon Industries a été poursuivi. Fermé. Les communautés affectées ont été indemnisées. Des enfants ont reçu des traitements. 3 vies ont été sauvées. Et tout a commencé parce qu'un homme a décidé de faire ce qui était juste, même en sachant qu'il serait détruit pour cela. James Carter est mon héros. Et je sais qu'il est le héros de beaucoup d'autres. James sentit les larmes lui brûler les yeux. Il n'avait pas pleuré depuis les funérailles de Sarah. Maintenant, il pleurait. Victoria et Nicole l'entourèrent de leurs bras. Tous les 3 restèrent ainsi, longuement. Quand James se reprit enfin, sa voix était rauque. Sarah aurait dû être ici. Elle l'est, dit Victoria doucement. Dans chaque choix que tu fais. Dans chaque personne que tu aides. Dans Nicole. James regarda sa fille. Elle essuyait ses propres larmes. Maman serait fière de toi, papa. De l'homme que tu n'as jamais cessé d'être, même quand le monde disait que tu n'étais rien. Les réunions avec les clients occupèrent le reste de la journée. James écouta chaque histoire avec une attention totale. La mère en larmes décrivant les convulsions de son fils. L'ouvrier montrant des photos de collègues blessés. L'enseignante tremblant en se rappelant des accusations fausses. Il accepta les 3 affaires. Lorsque le cabinet se vida enfin au crépuscule, James resta seul dans son bureau. Il regarda par la fenêtre. Là-bas, en bas, il pouvait voir le tribunal fédéral où tout avait changé 6 mois plus tôt. Son téléphone sonna. Numéro inconnu. Allô? Monsieur Carter? Je m'appelle Rebecca Cole. James s'assit droit. La femme qui avait tout risqué pour révéler la vérité. Rebecca. Vous allez bien? Vous êtes en sécurité? Oui. Le FBI m'a mise sous protection des témoins. Nouveau nom. Nouvelle vie. J'ai témoigné contre tous. Hale. Morrison. Les 43 accusés. J'ai entendu dire que les procès ont été concluants. Oui. Hale a pris 75 ans. Morrison 20 ans. Les autres entre 5 et 40 ans. Aucun n'est sorti libre. Silence un instant. Monsieur Carter, je vous appelle pour remercier. Et pour présenter mes excuses à Madame Ashford. Je sais que je ne peux pas effacer ce que j'ai fait, mais... Rebecca, interrompit James doucement. Vous avez été une victime aussi. Vous avez été contrainte. Menacée. Et à la fin, vous avez fait le bon choix. Vous avez sauvé des vies. Y compris la vôtre. Il entendit des sanglots à l'autre bout du fil. Vous êtes courageuse, continua James. Et si un jour vous avez besoin d'aide, de quelque nature que ce soit, vous m'appelez. Compris? Compris. Merci, monsieur Carter. Pour tout. Elle raccrocha. James resta là, regardant le téléphone. Il pensa à toutes les personnes impliquées dans cette histoire. Les victimes. Les vilains. Ceux qui ont fait de mauvais choix par peur. Ceux qui ont fait les bons choix malgré la peur. Victoria entra sans frapper. Encore au travail. Juste en train de réfléchir. Elle s'assit en face de lui. Au cours des 6 derniers mois, ils avaient passé d'innombrables heures ensemble. Construisant le cabinet. Planifiant des stratégies. Discutant des affaires, de la vie, de la perte. Victoria avait financé une bourse d'études au nom de Sarah Carter. 10 étudiants par an recevraient une éducation complète en droit. La première promotion commencerait le semestre suivant. « À quoi penses-tu » demanda-t-elle. À quel point la vie est étrange. Il y a 6 mois, je tenais un balai. Invisible. Brisé. Et maintenant? Et maintenant tu as le cabinet le plus en vue du pays. 17 avocats veulent travailler pour toi. 300 clients ont confiance en toi. Et une associée qui croit en moi. Victoria sourit. Ce sourire avait changé ces derniers mois. Plus doux. Plus réel. James, il y a quelque chose que je veux te demander. Vas-y. Regrettes-tu d'avoir pris position ce jour-là? D'avoir tout risqué? James réfléchit attentivement avant de répondre. Si je ne m'étais pas levé,
vous seriez en prison maintenant. Ou morte. Rebecca serait morte. Les 43 personnes que Hale prévoyait d'éliminer seraient mortes. Et je serais encore en train de nettoyer le sol, me demandant si j'aurais un jour le courage d'être vraiment moi-même. Il se pencha en avant. J'ai attendu 16 ans le bon moment. Étudié. Préparé. Maintenu la flamme vivante, même quand tout semblait perdu. Et quand le moment est arrivé, j'étais prêt. Alors non. Je ne regrette pas une seule seconde. Victoria essuya une larme qui s'échappa. Tu m'as appris quelque chose, James. Tu m'as montré que peu importe combien de fois on tombe. Ce qui compte, c'est de se relever. Ce n'est pas moi qui t'ai appris cela. C'est la vie. Peut-être. Mais tu m'as montré comment cela se vit concrètement. Elle se leva pour partir, mais s'arrêta à la porte. James, merci. De m'avoir défendu. De ne pas avoir abandonné. D'être exactement qui tu es. Après son départ, James resta seul à nouveau. Il prit la photo encadrée sur son bureau. Sarah tenant Nicole nouveau-née à l'hôpital. 20 minutes avant de partir. « Nous avons réussi, mon amour, murmura-t-il. Notre fille est en sécurité. Heureuse. Elle change le monde. Et moi, je suis revenu. Pas comme avant. Mieux. Plus fort. Plus sage. » Il remit la photo en place. Dehors, la ville commençait à allumer ses lumières. Des millions de personnes vivaient leur vie. Certaines heureuses. D'autres souffrantes. D'autres luttant contre des injustices qui semblaient impossibles à surmonter. James savait que beaucoup d'entre elles finiraient par trouver le chemin de ce cabinet. Et quand elles le feraient, il serait prêt. Parce que telle était sa mission désormais. Sa raison. Son but. Défendre ceux que personne d'autre ne défendrait. Combattre des batailles que d'autres considéraient perdues. Prouver qu'une personne, même brisée, même humiliée, même oubliée, peut encore changer le monde. James éteignit les lumières et sortit. Demain serait un autre jour. D'autres affaires. D'autres combats. D'autres victoires. Et il ne pouvait attendre. L'histoire de James Carter nous enseigne une chose fondamentale. Ne sous-estimez jamais quelqu'un qui a été abattu et a choisi de se relever. Parce que ces personnes ne se battent pas seulement pour elles-mêmes. Elles se battent pour tous ceux qui sont venus avant. Pour tous ceux qui viendront après. Et pour cette version d'eux-mêmes qui a refusé de mourir, même quand le monde entier disait qu'elle devait. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, liker la vidéo et partager avec quelqu'un qui a besoin d'entendre ce message. Laissez un commentaire pour dire ce que vous avez pensé de l'histoire de James et Victoria, et de quelle ville ou pays vous regardez. Votre histoire compte aussi. Vos commentaires comptent. À la prochaine.